Je vous prie de vous lever pour... Pourquoi j'ai accepté cette invitation? Parce que au fond de moi, d'abord, j'ai toujours eu cette envie, et je l'ai encore, cette envie de partager. De partager ce qu'on a reçu gratuitement, il faut le partager. Si à un moment de notre vie, on a été boursier de l'État de Côte d'Ivoire qui nous a permis d'aller ailleurs, on a pu faire du CP1 jusqu'au doctorat sans jamais payer un sou, il faut comprendre qu'on est chanceux et qu'on doit à nos communautés, on doit à notre pays un minimum. Et le minimum qu'on puisse partager, ce n'est pas l'argent, c'est partager son expérience. En espérant que dans ce partage, ça inspire, ça c'est la deuxième raison, vraiment inspirer à mon humble niveau, si dans le récit que je vais faire, il y en a parmi vous, des dames, des hommes qui se sentent un peu plus inspirés, pourquoi pas. Et pour qu'ils fassent mieux dans leur parcours à eux. Alors, je m'appelle Philippe Pango, en fait Philippe Auguste Pango, pour tout dire. Je suis d'Assini, mais je me réclame de beaucoup d'endroits. Je suis d'Assini parce que mon père est d'Assini, ma grand-mère est d'Assini depuis toujours. Mais mon père, un bon fonctionnaire de l'époque, a été directeur d'hôpital dans plusieurs villes de l'intérieur où il nous a traîné la famille ici et là. Donc je me sens un peu de Démogro, je me sens un peu de Dabou, je me sens un peu de Tingré-là, jusque-là. Okay? Donc j'ai ce petit attachement à un certain nombre de villes de l'intérieur où le papa nous a trimballés jusque, je dirais, de Yamoussoukro aussi, où j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. C'est en 91 que je reçois, grâce à Dieu, une bourse du gouvernement canadien. Ça s'appelait la bourse de la francophonie. La francophonie, c'est une bourse qui existe toujours d'ailleurs. Et qui donc me sélectionne ici à la fac, ça s'appelait la FAST à l'époque, Faculté des sciences et techniques de l'université de Gourdi, pour aller donc au Canada. Je fais un master en microélectronique, donc j'apprends la conception de microprocesseurs, c'est-à-dire les circuits intégrés comme vous en avez dans vos cell phones ou bien dans les laptops et tout ça. C'est le genre de circuits miniaturisés qui ont 1 million de transistors au millimètre carré. Donc j'apprends, c'est ça l'essence de mon master. Et après, je fais un PhD en télécommunication. En télécommunication, essentiellement, je me spécialise dans ces algorithmes, ces programmes de traitement de données radar. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, lors de la guerre israélo-palestinienne, le système israélien qui permet de détecter des missiles qui arrivent et puis de calculer l'angle d'arrivée et de lancer des contre-attaques pour faire exploser les missiles. C'est exactement ça que j'ai fait à l'époque. Je ne savais pas que je contribuais peut-être à des systèmes militaires. Moi, dans ma tête, je voyais des avions faire des approches vers des pistes d'atterrissage et puis le radar détecte la source, calcule l'angle d'arrivée. Mais dans tout ce qu'on fait en science, il y a des applications pacifiques, il y a des applications militaires. Okay, c'est ça, il faut le savoir. Alors, c'est tout ce bagage académique-là, vraiment, qui a constitué l'essence de ma formation de base, quoi. Et c'est la première conclusion que je voudrais partager avec vous. L'éducation académique que vous avez reçue, c'est la chose qu'on ne peut plus vous ôter. Hein. Ça vous identifie, c'est un bagage qui constitue une de vos premières richesses. Mais ce n'est pas tout, parce que par la suite, je vais développer sur d'autres atouts, d'autres aptitudes qui viennent en complément de cette formation académique de base. Mais moi, c'est ça qui m'a amené au point où j'étais aux environs de 1998. Je finis mon PhD, je cherche du boulot. À l'époque, honnêtement, tu es étudiant au Canada, tu as un bon diplôme dans les sciences et technologies, tu n'as pas de soucis pour trouver de l'emploi. C'est-à-dire, bon, les gens recrutent à travers le monde entier. J'avais au moins une centaine d'offres qui venaient depuis la Californie jusqu'au Canada, un peu partout. Mais je cherchais le meilleur des jobs, quoi, le meilleur des emplois. Et donc, je tombe sur une annonce sur le net. Il n'y avait pas Google à l'époque. Hein. C'était Netscape qui était le browser pour surfer sur le net, Netscape.
Et je tombe sur une annonce et je lis l'annonce du boulot. C'est comme si quelqu'un avait pris mon parcours, c'est-à-dire mon master, mon doctorat, et il avait copié le boulot qui correspond exactement à moi. Parce que c'était, vous prenez mes deux aptitudes, mes deux diplômes, vous les mettez ensemble et vous créez une description, une fiche de poste. Je me suis dit, mais ça, c'est que ça doit être quelqu'un qui me connaît, c'est pas possible. Et c'était une entreprise qui était en Ontario. Alors, mais l'annonce que je vois, elle est postée par un chasseur de tête. Les chasseurs de tête, on a dit les headhunters, c'est ceux qui s'interposent entre l'offre d'emploi et les rechercheurs d'emploi. Ils trouvent l'appel rare et puis ils se font rémunérer par un pourcentage sur le salaire. Alors moi je dis non, je ne vais pas passer par ce chasseur de tête parce que si je passe par un chasseur de tête, il va prendre un pourcentage de mon salaire après et puis je vais être moins payé. Donc je fais une autre recherche sur le net pour trouver l'annonce originale telle qu'elle a été postée par l'entreprise et je la trouve. Je l'appelle, on me fait une entrevue au téléphone, on me dit ok, bon, tu peux venir en Ontario, on va faire une entrevue en personne. Moi j'étais à Montréal, je parlais beaucoup plus français, mais l'entrevue devait se faire en anglais en Ontario. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, hein, tu as 24 ans et puis on t'invite à Toronto pour faire une entrevue d'emploi. On te paye le billet d'avion pour aller faire l'entrevue. Tu descends de l'avion, il y a une limousine qui t'attend pour te prendre, pour aller te déposer, on te dépose à l'hôtel, on te paye l'hôtel, tout ça pour t'embaucher toi, tu te sens vraiment comme un petit roi à ce moment-là. Et l'entrevue elle-même, le lendemain matin, c'est pas votre entrevue typique, quoi. J'ai été interviewé par 4 directeurs, l'un à la suite de l'autre. Chacun me prend, il me cuisine pendant 1 heure, il me dépose dans les mains de l'autre. L'autre me cuisine pendant 1 heure, il me dépose dans les mains de l'autre. Le 4e, lui, c'est à l'heure de midi, c'est pour aller déjeuner. Lui, vous vous trouvez au restaurant, vous êtes en train de manger, mais c'est l'entrevue en fait qu'il est en train de te faire, il regarde aux choses. Et à la fin, ces 4-là se retrouvent et maintenant ils débriefent sur tes compétences pour savoir si tu l'as. Dès que tu as fini, la limousine revient, te reprend et te renvoie à l'aéroport. C'est un 24 heures terrible, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, pour vous faire une confidence, dès que je suis arrivé, je devais recruter mon assistant à moi. J'ai fait la même chose. J'ai pris tous mes directeurs, je dis, bon, je dois recruter mon assistante. Mais je ne vais pas, moi, la prendre, et puis voilà, j'aime sa face, tout ça, non. Même si c'est mon assistant, l'assistant du DG, je dis non, vous allez l'interviewer chacun de vous 1 heure, le directeur technique, le directeur d'exploitation, le directeur administratif et financier, même la juriste. Moi, je serai le 5e. Et après, on va faire une réunion, on va décider, bon, les 5 ou 6 qu'on a sélectionnés, vous pensez quoi, qui on la prend. Et il y a un consensus qui est sorti, et c'est elle qui est mon assistante jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai recopié un peu un modèle que j'ai trouvé, bon, c'était une belle expérience. À cette époque, comme je dis, en Amérique du Nord, vraiment, tout ce qui était technologie était très en vogue. J'ai un ami ivoirien, c'était mon colocataire dans notre appartement. Lui, il a fait c'est un informaticien, il a fait l'animation 3D, l'animation informatique, tous ceux qui font les effets spéciaux dans le cinéma. On a fini à peu près à la même époque parce qu'on était à Polytechnique à Montréal. Il a eu une invitation pour une entrevue, mais lui, son entrevue, c'était à Hawaï, Honolulu. Ils lui ont payé le billet d'avion Montréal, Hawaï. Il a fait l'entrevue dans une demi-journée, 2 jours d'hôtel, a fait du surf à la plage et tout ça. Dès qu'il est rentré, ils lui ont fait le boulot. Ils ont pris toutes ses affaires, même sa voiture, ils ont envoyé ça à Hawaï. Puis jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, il a travaillé pour PlayStation. Okay? Un des premiers jeux, vidéo de l'époque, des premiers films d'animation véritablement véridiques, c'est un Ivoirien qui s'appelle Cyrian Quadio. Il y a son nom là-dessus. Il est encore aux États-Unis, il travaille en Californie, là-bas là-dessus. Pour vous dire que bon, ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est bien passé. Alors, je me retrouve donc dans une entreprise qui s'appelle Genome Corporation. Genome était, la spécialité de Genome, c'était les prothèses auditives. Oui, les prothèses auditives pour les malentendants. À l'époque, une prothèse sur 2 dans le monde avait un microprocesseur de Genome. Et moi, mon boulot, c'était de concevoir le premier microprocesseur numérique de Genome. Parce que Genome était devenu très fort dans le monde entier, mais sur une technologie qui était analogique. Et c'est là le message peut-être le plus important que je vais partager avec vous. Une entreprise doit savoir se réinventer. Cette entreprise Genome avait 50% du marché dans le monde entier,
Mais 3 ans avant qu'on me recrute, il y a un petit compétiteur qui avait introduit le nouveau concept d'une prothèse numérique, digitale. C'est comme si vous êtes à l'époque où les disques, c'est des disques vinyles, et on vous dit, il y a quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau genre de disque là, ça s'appelle CD. Et l'entreprise se tourne vers le plus grand ingénieur de la boîte et lui pose la question suivante. Est-ce qu'on doit faire nous aussi des CD? Est-ce qu'on doit faire des prothèses numériques? Lui, il est l'expert, ça fait 14 ans qu'il travaille là. L'entreprise a du succès dans le monde entier, c'est le gourou. Et il répond ceci. Une prothèse numérique ne va jamais sonner aussi mieux qu'une prothèse analogique. C'est comme si vous êtes au début des années 80 et vous répondez que le CD ne va jamais sonner mieux que le disque vinyle. Bon, techniquement, il avait raison. Parce que, je vais être un peu technique, le numérique, c'est de l'analogique qu'on a numérisé pour faire des travaux et ensuite on le remet en analogique pour que ça joue dans le speaker. Mais il a complètement raté une réalité nouvelle qui arrivait dans son industrie. Toute l'industrie était en train de virer au numérique. Et lui ne s'en était pas rendu compte. On m'a embauché à la dernière seconde pour nous dire il nous faut une version numérique parce que tout le monde est en train de virer au numérique. Genome n'existe plus. Genome a disparu à cause de ça. L'entreprise a disparu parce qu'elle a tardé. Nous, on était une équipe de 3 ingénieurs. Ça nous a pris à peu près 2 ans et demi pour le faire. On l'a fait, on l'a réalisé, mais c'était déjà un peu trop tard. Le glas avait déjà sonné pour une entreprise qui n'a pas compris très vite que le courant était en train de sonner. Mais un autre problème que j'avais à l'intérieur, c'est que même étant employé de cette grosse boîte, j'avais des pulsions d'entrepreneur en moi. Je me suis levé un matin, je rencontre mon vice-président en recherche et développement, je lui dis, le microprocesseur qu'on a conçu peut servir à fabriquer d'autres genres d'appareils, au lieu de rester toujours dans les prothèses auditives. Je lui dis, on peut fabriquer un stéthoscope électronique. Le stéthoscope électronique, c'est, vous savez, les stéthoscopes des médecins, mais qui ont cette particularité, ils prennent des piles, ils sonnent 2 fois plus fort, ils permettent aux médecins, aux chirurgiens d'entendre des bruits qu'on n'entend même pas avec un stéthoscope analogique, on entend des ouvertures de valves du cœur et ce genre de choses. Il me dit non, ce marché est trop petit, ça ne nous intéresse pas, on ne vend que 20 000 stéthoscopes électroniques à travers le monde, donc pas nécessaire de le faire. Malheureusement, 2 mois après, notre compétiteur qui s'appelle AMI Semiconductor sort un modèle de stéthoscope électronique. Je dis ok, c'est pas grave. Je reviens après 3 mois, j'ai une autre idée encore. Je dis ben voilà, on peut prendre nos produits pour fabriquer des effets de musique, parce que moi je suis un peu musicien, je joue la guitare et tout ça, donc les pédales de guitare, les effets de guitare, je peux les recréer en utilisant les programmants de notre prothèse. J'en parle encore à ma direction, ils me disent oh non, on n'est pas trop intéressé, c'est trop loin de notre zone de confort, on ne le fait pas. À peine ils me disent ça, 2 mois après, on est approché par qui? Par une société de Boston qui s'appelle Fishman. Fishman, c'est eux qui font toute l'électronique qu'on a dans les guitares acoustiques, les guitares country. Hein. Et ils me demandent moi de programmer avec notre processeur des effets de guitare. Exactement ce que j'avais suggéré, mais qu'on ne m'avait pas permis de faire. Au même moment, il y a Yamaha, au Japon, Yamaha qui développe un instrument qui s'appelle un violon silencieux, qui permet de jouer du violon dans sa chambre en portant seulement un casque, on n'entend pas de bruit à l'intérieur. Et encore, on me demande de programmer sur mon processeur. C'est arrivé tellement de fois, et chaque fois à l'intérieur de la boîte, on ne m'a pas laissé, on ne m'a pas permis de développer ce genre d'idée. Alors je me suis dit, ben Philippe, la prochaine fois que tu as une bonne idée, tu fermes ta gueule, tu rentres dans ton labo, et tu prépares, et peut-être tu sors avec ton business plan. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur un bel article d'une technologie qui avait été brevetée par l'université de la ville où j'étais. J'ai appelé le chercheur, j'ai dit, moi je veux prendre ça, je suis le seul qui peut faire de ça un vrai produit. J'ai fait un bon business plan, et voilà. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire, c'est, à l'intérieur d'une société comme la vôtre, il y a toutes sortes de personnalités. On peut avoir des pulsions d'entrepreneur. Ok? Tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur.
Et puis on peut être entrepreneur à l'intérieur de sa structure. Pourvu que le management crée cet environnement où les meilleures idées, les bonnes idées sont recueillies, sont collectées et sont traduites en choses précises. Je ne suis pas un expert de l'hôtellerie, mais je suis sûr que ce que je dis est assez générique. Il y a des idées qui naissent ici et là, ici et là. C'est notre rôle, nous, en tant que manager, de bien les sous-peser, parce que vous ne savez jamais, dans la tête d'un de vos employés peut se trouver une solution miracle. Une solution miracle. Ça peut être une question de marketing, de communication, de quoi que ce soit. Il peut avoir une idée de génie. Si la chaîne est cassée entre ceux qui ont des idées et ceux qui doivent les valider et les permettre, bien à ce moment, l'entreprise peut avoir un problème. Il appartient donc à l'entreprise d'avoir une certaine agilité et de savoir détecter en son sein les talents qu'il a, des gens qui proposent même leurs talents et leur donner leur chance, en quelque sorte. Moi, je rentre donc dans mon labo, chez moi, dans mon sous-sol, j'écris un business plan, je veux réaliser quelque chose. Et un jour, ma conseillère en banque m'appelle, elle savait que j'étais un peu entrepreneur sur les bords, elle me dit, Monsieur Pango, chaque mois dans la ville, il y a des hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires de la ville qui se réunissent et qui donnent des conseils gratuits à des jeunes entrepreneurs. Ça, ce serait peut-être moi aussi ma suggestion pour une ville comme Bassam. Dans une ville comme Bassam, vous prenez quelques grands cadres, un qui est un spécialiste, qui est un juriste, un qui est un avocat, et puis vous dites chaque mois, un qui est banquier, et puis chaque mois, on appelle 4-5 porteurs de projets dans la zone, on dit venez présenter, les conseils on va vous donner gratuitement. On ne sait jamais, quelque chose peut sortir de là. Moi j'accepte, je dis ok, je vais aller présenter. Je me retrouve donc dans cette salle et je présente mon projet à un parterre d'hommes d'affaires aguerris. Je leur dis voilà, j'ai déjà mis sous contrat l'université McMaster de Hamilton, elle est actionnaire dans mon entreprise que j'ai créée. Et c'est là où on voit l'expérience. Moi je suis jeune, je suis fougueux, mais je suis encore à l'emploi de mon employeur. La première question que ces gens très aguerris me posent, en fait c'est la question qu'il faut me poser. Tous ils me posent une seule question. Monsieur Pango, votre employeur sait que vous faites ça? Du coup, mon sang s'est glacé. Parce que Burlington, c'est une ville de 150 000 habitants. C'est une petite ville, tout le monde se connaît. Le fondateur de l'entreprise où je travaille, je suis sûr qu'il connaît ces messieurs-là. D'ailleurs, même il le vénère. Alors, quand il me pose cette question, je me rends compte que j'ai fait une gaffe en acceptant de venir me dévoiler ici. Je réponds, je balbutie, je dis non, mon avocat m'a dit que bof, tant que tu fais quelque chose qui n'est pas une compétition directe avec l'employeur, ça va. Ils me disent non, va bien parler à ton employeur là. Parce que peut-être que tout ce que tu es en train de faire là, techniquement et juridiquement, ça appartient à ton employeur. Je suis que j'étais un peu démasqué, entre guillemets. Le lendemain, j'appelle mon vice-président, qui est celui même qui n'a jamais permis que mes idées prospèrent à l'intérieur. Et je dis, je veux t'inviter à déjeuner. Le lendemain, on se trouve dans un restaurant et là, je déballe tout. Je dis, tu sais quoi, depuis 6 mois, je bosse sur un projet. Ce projet-là, c'est la trouvaille du siècle dans notre secteur des prothèses auditives. Voilà, je veux $1 million en financement. Alors, je lui jette ça comme ça, quoi. Je prends mon courage à deux mains et je dis, je veux $1 million et je fais de vous des partenaires, je vous donne des actions dans ma start-up. Bon. Heureusement, on est en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'émotions. Il calcule le pour et le contre de la chose. Il sait que s'il me tend pas la perche, je peux aller proposer ça à un compétiteur et tout ça. Donc il me dit, non écoute, je ne vais pas te donner ton $1 million, tu rêves en couleur, mais je vais continuer de te payer ton salaire pendant 1 an. Et quand tu vas développer cette technologie, tu nous la donnes. Maintenant, moi, le produit, je te le prends à $5 par prothèse et tout ça. Ok, je fais les calculs, tous les calculs indiquent que dans 1 an, je vais être multimilliardaire. Super, je signe ça, et puis c'est à ce moment que je dis, donc je démissionne, et j'ai au moins 1 an de financement. On est en 2006, ça fait 8 ans que je ne suis pas rentré au pays. La première chose que je fais, je paye les billets d'avion, moi, les enfants, les filles, on vient s'offrir enfin des vacances à Abidjan, et tout ça. Et puis le travail commence. Mais bon,
Ça ne s'est pas passé de manière aussi rose que ça. La vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Je finis l'année, au moment où je pense avoir quasiment fini le produit, et puis je dois le commercialiser par mon ex-employeur. Justement, comme je vous l'ai dit, l'ex-employeur s'était déjà plombé pour n'avoir pas trop tôt viré au numérique. La compagnie est dans une mauvaise posture financière, elle se fait racheter. Ceux qui la rachètent disent ben, on n'a rien à faire avec un produit développé par un ex-employé, ils ne sont plus intéressés. Je me retrouve sur le carreau, j'essaie de tenir le coup, je fais le tour de tous les financiers qu'il y a dans la zone, les investisseurs possibles, je fais vraiment le tour de tout. Un jour, je suis invité dans un bar où on fait des pitchs pour les entrepreneurs en congé. Je me demande comment on doit s'habiller. On dit non, pas de veste, hein. Habille-toi relax et tout ça. Bon, moi, je suis arrivé en Bermuda, t-shirt Didier Drogba. J'avais ma bière dans les mains. Quand on dit bon, t'as 5 minutes, moi 5 minutes, j'ai pris 10 minutes, ils ont dû m'arracher le micro. J'ai donné tout ce que j'avais. Parce que vraiment c'était chaud. Ça faisait presque 1 an que je n'avais plus de financement, je suis nouvellement divorcé, j'ai des enfants, je dois payer des pensions alimentaires et tout ça. C'était vraiment chaud. Au point où à un moment, je me suis dit, mais est-ce que l'entrepreneur là, c'est vraiment fait pour toi? Je me suis remis à regarder les annonces d'emploi pour retrouver un boulot. J'ai même postulé pour un poste chez BlackBerry. BlackBerry qui fait le téléphone BlackBerry. Ils sont dans une ville pas loin de chez nous. BlackBerry, c'est canadien. Hein. C'est la ville de Kitchener-Waterloo. Je suis allé faire une entrevue d'emploi là-bas. Les gens me regardent pendant l'entrevue, se demandent, mais toi, tu fais quoi ici? On a vu des copies de journaux sur toi. Tu es supposé être un grand entrepreneur. Et non, tu cherches boulot toi aussi. Je dis oui. Parce que c'est chaud. C'est parce que c'est vraiment chaud. Ça, j'ai dit, je cherche le boulot. Il cherchait un expert qui va traiter le son à l'intérieur des cellulaires pour que ça sonne bien dans vos oreilles et tout ça. Ils ne m'ont pas donné le boulot. Parce qu'ils se sont dit, ils ont détecté que lui, là, il a juste besoin de cash un peu pendant quelques mois et puis il va repartir, il ne va pas rester. En tout cas, je tiens le coup jusqu'à ce que maintenant je tombe sur enfin un vrai VC, un vrai investisseurs et tout ça. Et puis mon projet a fait qu'on a réussi finalement à créer une société. On a attiré à peu près 10 millions de dollars d'investissement. Et puis bon, ça a donné mon histoire jusqu'en 2012 ou décembre 2011 où là un jour j'apprends que tiens, il y a une entreprise en Côte d'Ivoire qui s'appelle Vitip et qui cherche un directeur général par appel à candidature internationale. Bien, mais ça c'est pas mal. Déjà qu'en 2008, j'avais tenté d'ouvrir une entreprise ici au Vitip. Je m'étais adressé au dirigeant du Vitip de l'époque, ça ne s'était pas très bien passé. Mais là maintenant il cherche un DG, je dis bon, c'est peut-être une occasion, on ne sait jamais. Alors je me mets à constituer mon dossier de candidature, mais là je ne sais pas quelle inspiration que j'ai ce jour-là, mon dossier de candidature, il fait 20 pages. Il fait 20 pages. Je ne me suis pas amusé avec ça honnêtement. C'est-à-dire, il y a la lettre de motivation, peut-être une page et demie, il y a le CV lui-même, peut-être 4-5 pages, et j'ai rajouté au moins bon 15 pages de bavardage. C'est-à-dire, j'ai fait un dossier, je me suis dit, quand tu lis ça, on dirait que tu es en train de lire le DG du Vitip en train de parler. J'ai dit ce que moi je ferais. J'ai dit, bon, communication et marketing, voilà, ça. Soutien aux entrepreneurs, ça. Et ainsi de suite, rubrique par rubrique. J'ai dit, qu'est-ce que moi je ferais si je suis à la tête du Vitip? J'ai fait une entrevue, il fallait faire une entrevue, je reçois un email, j'envoie mon dossier par mail, et puis je reçois un email qui dit que bon, il y a entrevue tel jour à telle heure, venez faire l'entrevue. Mais l'entrevue c'est à Abidjan, je ne suis pas à Abidjan. Et puis qui va payer le billet d'avion? Ah, mais je dois payer, donc je paye mon billet d'avion, je viens faire une entrevue ici à Abidjan. Ok, on est aux environs de janvier 2012. Je crois que vers mars, ça a pris 3 mois avant que j'ai un retour. Et là, on me dit, non, déjà, cette première entrevue que je vais faire à Abidjan, honnêtement, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon recrutement. La responsable de ce cabinet de recrutement et son adjoint m'ont cuisiné pendant à peu près 2h30. L'entrevue a duré 2h30.
J'ai adoré parce que ils m'ont... C'était comme un combat de boxe. Ils prennent une ligne de mon CV, oui, là, tu as fait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as vendu telles actions ici? Non, parce que, non, on n'est pas d'accord, parce que j'ai dû défendre chaque décision que j'ai prise, soit comme ingénieur ou comme start-upper ou comme entrepreneur. Vraiment, quand je suis rentré de ce premier voyage, je me suis dit, sans blague, si au pays, on recrute les gens comme ça, c'est bon signe. J'ai vraiment aimé la chose. Quand j'ai fait cette première entrevue, bon, moi, 2 jours plus tard, je rentrais. Donc, à la fin de l'entrevue, je demande à la dame, je dis, bon, moi, c'est quoi la suite? Elle dit, non, vous restez à l'écoute, on va vous appeler. Je dis, mais moi, j'habite pas à Cocody ici. Hein. Moi, je retourne là. J'ai pris une semaine de congé pour venir. Et là, du coup, elle me sent un peu, je la sens un peu embêtée. Elle me dit, bon, je vous rappelle demain. Le lendemain, elle me rappelle, elle me dit, bon, voilà, comme vous venez de loin, vous là, je vais vous faire rencontrer telle ou telle personnalité. Il faut qu'ils vous voient. En fait, ils doivent me scanner un peu, quoi, pour me voir. Donc, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais on m'amène dans le bureau de cette personnalité qui me pose la question, ok, bon, normalement c'est un processus de recrutement, je ne suis pas supposé vous voir, mais voilà, quelle est votre vision pour le VTIP? Mais il n'aurait pas dû me poser cette question. Parce que mes 15 pages, j'ai vomi ça en même temps, quoi. Au début, j'étais un peu intimidé parce que bon, c'est la première fois que je me retrouve avec des personnalités d'un certain rang et tout ça. Mais après, je dis non, c'est le temps, là, il faut que tu donnes ta chose. Ah non, j'ai tout donné de A à Z. Je me rappelle de la première phrase que j'ai sortie. J'ai dit, monsieur le ministre, le VTIP est très mal géré. Quand j'ai sorti cette phrase, ça m'a libéré. Et là, j'ai continué même. Tac, 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 jusqu'à la fin. Bon, je suis rentré. J'attends 3 semaines, 3 mois à peu près. Ça a pris 3 mois. Après j'ai su pourquoi ça a duré autant. Mais 3 mois jusqu'en, je crois, en mars. Deuxième email qui me retrouve au Canada, on me dit, bon, tu peux revenir. Il y a une shortlist de 5-6 noms là. Il y a encore des entrevues à faire avec le conseil d'administration et tout ça. Donc, ok, je me paye un 2e billet d'avion, toujours à mes frais. Je demande à certaines personnes, mais est-ce que je dois le faire par Skype? Non, si tu es malin, il faut partir, on va te voir. Donc je prends un 2e billet d'avion, j'y vais, et là cette fois-ci c'est le conseil d'administration. Et puis ça se passe très bien. Jusqu'en 24 mai 2012, et là maintenant on m'annonce que bon, vous avez été retenu, et c'est là qu'en juillet, je prends en fonction pour la première fois. J'ai connu beaucoup de difficultés dues au fait que ma mentalité était peut-être un peu différente. Il faut comprendre que j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 91. En 2012, ça fait 21 ans que je vis au Canada. Mais surtout, je n'ai jamais travaillé avec l'Ivoirien. Je n'ai jamais connu de vie professionnelle avec l'Ivoirien. Donc quand j'arrive en 2012, c'est maintenant que je découvre comment il faut parler aux gens. J'ai tendance à tutoyer les gens. Parce qu'au Québec, on se dit tu. Mon directeur de thèse, je l'appelle par son prénom, il s'appelle Benoît. Il s'appelle Benoît Champagne, moi je l'appelle Benoît, il m'appelle Philippe. Donc j'ai tendance à tutoyer. Et alors qu'ici, tu vas commencer comme ça, on t'a classifié en même temps comme impoli, impertinent, alors qu'il n'y a rien de ça. C'est juste que tu es dans un modèle différent. Je le dis, hein, les directeurs généraux dans nos pays ici ont des attitudes de ministres. Ah oui, ils ont 2 assistantes, 2 chargés d'études, bureau avec entrée privée, mur capitonné, toilettes privées. Ok? Alors que moi, j'ai côtoyé ceux qui ont investi dans ma start-up, on était sur le même étage en Ontario. Le gars, il est dans son jean, quoi. Et il pèse des milliards. Mais il te parle naturellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'anglo-saxon qui n'est pas français. Il y a quelque chose de français qui n'est pas anglo-saxon. Et moi, j'étais allé à une autre école. Ok?
où tu te sens aussi proche du technicien de surface que du DG. Et aujourd'hui, je pense que ça se reflète un peu dans ma manière de gérer. Au VTIP, vous allez trouver un ancien vigile qui est administrateur des ventes. Vous allez trouver une ancienne technicienne de surface qui est assistante d'un directeur. Parce que, avant de te demander quel diplôme, est-ce que, déjà même dans la description du boulot, le diplôme ne doit pas être la première des choses qu'on cite. C'est qu'est-ce que tu sais faire. Administrateur des ventes, j'ai besoin de quelqu'un qui a telles aptitudes, telle qualité. Tu les as, prends le poste. Tu es capable de le faire, prends le poste. Tu as le bagou, tu sais parler, tu sais tchatcher un peu au téléphone et tout ça. Bon, ok, viens dans la com. Et ainsi de suite. C'est un peu mon style, mais je ne vous dis pas le nombre d'obstacles, le nombre de difficultés que ça a créé. Dans la gestion même de nos relations, j'ai un employé en particulier, et là, lui, il me gêne tout le temps. Il a tendance, quand il vient me saluer, à s'abaisser comme ça. Je comprends qu'on le fasse devant Sa Majesté Nana Kangasu. Ok? C'est nos coutumes. Voilà. Mais en milieu professionnel, j'ai des visiteurs qui sont là, ils passent et puis il fait comme ça. Les Blancs l'avons dit, mais ça c'est un dictateur qui est là. Oui, et il tient à s'arrêter, il va tourner, il ne peut pas me voir passer, il va venir faire son geste. Voilà. Ça m'a toujours fatigué. Des détails du genre, allô DG, bon, je vais passer chez toi, je vais passer te voir. Moi, pour moi, chez moi, c'est chez moi. Le travail ne vient pas chez moi. Chez moi, c'est moi, mon épouse, nos enfants. Donc, vous savez, on n'a pas ça, mais il y a toujours des personnalités qui passent par là. Ils disent, oh, je vais passer te voir, mais samedi, je ne pense pas, je vais passer te voir. Je trouve toujours le moyen de leur dire, non, comme je serai au bureau, là, on se voit au bureau. Parce que je ne veux pas ouvrir ce petit cocon familial. Même ça, c'est moi. C'est moi, je suis comme ça. J'étais un peu dans ce moule. Aller aux obsèques en soutien à un collègue ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas trop dans ma culture. C'est pas trop dans ma culture. Même si je dois y aller, pour moi, l'acte final où on pose quelqu'un en terre, vraiment, il n'y a pas plus privé que ça, quoi. Okay? Je ne vais pas tenir à te faire voir que je suis venu te soutenir jusqu'à cet instant-là. Mais bon, j'ai dû apprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de réflexes que je n'avais pas du tout en venant. Donc déjà, d'emblée, je m'excuse si dans ma manière de faire, j'ai peut-être choqué. Mais il y a le pour et le contre dans tout. Hein. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Ok. En conclusion de mon propos, je voudrais dire ceci. Pour chacun d'entre vous, vous devez connaître votre potentiel. Qu'est-ce qui constitue votre potentiel? C'est le potentiel qui est un peu l'essence, le carburant qui permet de vous propulser. Et deuxièmement, il faut s'appuyer sur ce potentiel-là. Moi, dans ma jeunesse ici, avant de partir, j'ai été beaucoup musicien. J'ai fait tout, j'ai joué dans les boîtes de nuit de Zocat. À l'époque, j'ai joué dans des films. Si vous regardez le film Bal Poussière, la scène du bal, le groupe musical qui est en arrière, mais c'est moi. Vous avez un gars avec un clavier en bandoulière qui gesticule. C'était moi, on a tourné ça à Diaké ici, à l'époque. J'ai joué dans les résidences des riches et célèbres, à Cocody, parce qu'on avait un groupe de jazz. On accompagnait les en haut, là, quand ils invitaient l'Hôtel Ivoire pour les cérémonies. Un peu comme vous voyez vos musiciens qui viennent des fois. J'ai été comme ça. Ok? J'ai joué dans la boîte de nuit de Keke Kassiri à l'époque, ça s'appelait le Kawe Avakori. J'ai joué dans plein de spectacles, j'ai accompagné des artistes à Kouroukou. Bref, moi j'ai fait la musique, c'est ce qui ça me permettait de compléter ma bourse d'étudiant. Ma bourse d'étudiant c'était 40 000 francs, mais quand je jouais j'avais 10 000 francs le soir, donc je multipliais ça par deux, quoi.
C'était ça. Et ça m'a donné quelque chose. Ça m'a permis, aujourd'hui, honnêtement, je peux le dire, j'ai quasiment jamais le trac. C'est-à-dire que parler devant un auditoire ou m'adresser à mon staff, ou bien même, on m'appelle aujourd'hui à 8h, on dit, Monsieur Pongo, il y a une délégation indienne qui arrive, il doit passer chez vous à 10h pour vous faire une présentation. Je n'ai pas de souci à ça. Mais je pense que c'est dû à mes années de musique, où je dois jouer devant un auditoire qui danse et tout ça. Donc, ces petites aptitudes ici et là, elles constituent un potentiel fort qui fait de vous soit un leader ou un bon exécutant. Okay? Il faut connaître ce potentiel-là, s'appuyer dessus et le développer. Et puis, enfin, je vais finir par là. Il faut croire soit en son Dieu, si on est croyant, ou à minima en sa destinée. Même si on n'est pas croyant, il faut croire qu'on a une destinée. Moi, pendant 12 ans, j'ai été claviériste, j'étais l'organiste de ma paroisse, l'église Saint-Philippe de Burlington. J'ai joué toutes les messes. À Noël, je jouais 3 messes d'affilée. Je jouais dans les messes à l'école catholique du coin où mes enfants allaient. J'ai animé tous les mariages, les communions, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai fait ça gratuitement pendant 12 ans. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout ça que peut-être Dieu me rend un peu en m'aidant dans ma vie de tous les jours. Donc, croyez en votre Dieu. À défaut, croyez au moins que vous n'êtes pas arrivé ici sur terre par hasard, mais que vous avez une destinée. Encore une fois, merci au groupe de m'avoir permis de partager avec vos employés. Je vous remercie.